Merci beaucoup Suzanne. Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici à l'ENSIB, qui est aussi la maison qui m'héberge en tant que professionnelle des bibliothèques. J'occupe le poste de directrice de la valorisation c'est un autre titre finalement que j'interviens ici. Je tiens à vous remercier pour votre présence sur place et en ligne. Et je remercie également Suzanne Kovacs, professeure des sciences de l'information à l'ENSIV, ainsi que Mathilde Larieux, chargée de la mission prospective métiers et compétences et qui travaille énormément sur les questions de l'éducation aux médias et à l'information, de m'avoir proposé d'ouvrir cette séquence. J'essaierai de le faire, je l'espère, avec l'humilité qui est toujours la mienne, c'est-à-dire en essayant de vous donner le panorama le plus large possible sur la façon dont le genre touche les bibliothèques. Donc c'est pour moi un grand honneur d'être ici et c'est aussi l'occasion de réaffirmer l'intérêt pour cette question, l'intérêt personnel, l'intérêt professionnel que je porte à la question de l'égalité femmes-hommes et à celle du genre en particulier, aux enjeux que peuvent porter les bibliothèques en ce sens. La conférence que je vais donner est placée surtout sous le prisme de l'ouvrage. Ça ne marche pas. L'ouvrage que j'ai coordonné aux presses de l'ENSIB dans la collection Boîte à outils. C'est la collection Boîte à outils est une collection qui a été créée il y a 30 ans, qui encore aujourd'hui donne lieu à 2 à 3 publications par an. Et j'ai eu le grand plaisir de coordonner cet ouvrage paru en octobre 2021. Et cet ouvrage est le témoignage de l'intérêt que je porte à la question du genre et des bibliothèques, et l'intérêt aussi collectif, puisque c'est un ouvrage collectif qui mobilise 17 contributeurs et contributrices qui ont participé à la réflexion collective auprès des communautés professionnelles des bibliothèques, notamment de l'information et la communication. Et l'enjeu de cet ouvrage était de sensibiliser sur les questions d'égalité femmes-hommes, de déployer une culture de l'égalité, et de donner des éléments pour établir un diagnostic. Donner des idées, donner des pistes d'action, c'était aussi un des enjeux, c'est un des enjeux de la collection Boîte à outils. Alors c'est via ce prisme que je vais aborder cette question aujourd'hui, et je vous propose quelques réflexions en tant que professionnelle des bibliothèques. Ma perspective ne sera pas celle d'une enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication, elle sera nécessairement une approche plus praticienne, mais malgré tout avec un recul, une distance qui doit être prise et qui me permet de vous proposer aujourd'hui une synthèse des questions qui se posent. Alors, d'abord, il faut définir, puisque la question posée aujourd'hui, l'information échappe-t-elle à la question du genre? Suzanne l'a dit tout à l'heure, c'est une question hautement provocatrice et qui interpelle, qui interroge. D'abord, de quelle question du genre parle-t-on? Et de quoi parle-t-on quand on parle de la question de genre? Et elle met en évidence un paradoxe. Dans une société qui est traversée par les inégalités de genre, pourquoi l'information, ceux qui la produisent, celles et ceux qui la produisent, la diffusent, la conservent, donc les professionnels de l'information, des bibliothèques et de la documentation, comment serait-ce possible que les bibliothèques et les professionnels échappent à cette question? Et peut-on vraiment penser que l'information échappe à la question du genre? J'ai décortiqué les mots et notamment le mot échapper à. Dans le trésor de la langue française, échapper à, il y a se dérober, éviter, être hors d'eux, ne pas être concerné, n'être pas remarqué, échapper à la vue. Donc, cette définition de échapper à met en évidence le fait que
Est-ce que la question du genre ne concerne pas l'information? L'information n'est pas concernée par la question du genre ou échappe à la vue? C'est quelque chose que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le terme même qui était de l'intitulé. La question du genre, ensuite, doit être définie. Alors, c'est une acception tout à fait nécessaire et que j'essayais de vous proposer une notion assez simple. Il y a deux acceptions du concept de genre. Le genre, dans une première acception, permet d'accéder à une compréhension large, plus riche, de l'égalité entre les sexes. Une compréhension qui repose sur une redéfinition du sexe, depuis une notion strictement biologique, mâle-femelle, vers une notion sociopolitique, masculin-féminin. Et c'est ce qu'on appelle les rapports sociaux de sexe. Le genre, c'est ce qu'on dit, c'est une construction sociale. C'est un élément qu'on peut connaître, mais en tout cas qui nécessite d'être rappelé à l'orée de cette journée d'études sur la question du genre. La notion de la définition du genre doit être précisée. La seconde acception de ce concept de genre renvoie à un dispositif. C'est un dispositif par lequel le pouvoir saisit, classe et discipline les individus. Et le genre s'entend ici comme un système de catégorisation binaire qui a pour fonction d'une part de produire la hiérarchie des sexes et les inégalités, et d'autre part les représentations qui lui sont associées. Dès lors, penser avec le concept de genre, c'est révéler les mécanismes de pouvoir, de classement, de distinction, de domination, de hiérarchisation, et la manière dont ils sont entérinés, ou au contraire déjoués, corrigés, voire inversés. Et en bibliothèque, quand je parle de la bibliothèque, également je veux préciser que je parle de la bibliothèque dans le sens large, en tant qu'institution qui diffuse l'information, en tant qu'institution qui organise l'accès au savoir, l'accès à la culture. Et quand le terme de bibliothèque est employé de mon côté, il peut viser aussi les centres de ressources. Il peut aussi viser donc les professionnels de bibliothèque, mais aussi les professionnels de la documentation, les documentalistes. Et je sais que vous êtes, pour la plupart, à la fois bibliothécaires, pour certains, et pour d'autres documentalistes, mais pour moi, le mot de bibliothèque est quelque chose qui renvoie à une acception aussi beaucoup plus large et dont les questions qui sont posées pour les bibliothèques sont aussi transférables pour les centres de ressources ou les centres de documentation, par exemple. Donc, première question donc, qui se pose, c'est en bibliothèque, de prime abord, le genre ne pose pas question dans ces deux acceptions. Et il y a cette notion qui paraît, qui est une notion de gender blind, ça veut dire la cécité au genre, ne pas voir le genre, est un axe très important dans les institutions potentiellement culturelles, dans les institutions de savoir, et notamment aussi dans le champ d'études des sciences de l'information et de la communication. Marlène Coulon-Gully, qui est une professeure en sciences de l'information et de la communication, a justement mis en évidence dans un article au début des années 2010 le retard français en sciences de l'information et de la communication autour de l'appréciation, l'appréhension de la question de genre. Et elle disait donc que les sciences de l'information et de la communication sont gender blind, c'est-à-dire qu'elles ne voient pas le genre, elles ne pensent pas le genre. On retrouve là la mission universaliste d'accès à tous de la bibliothèque. La bibliothèque comme un lieu neutre, comme un lieu égalitaire. Et je fais référence, donc ici, vous avez un ouvrage qui vient de paraître qui s'appelle l'abécédaire sensible des bibliothèques, mots d'ordre et de désordre, que je trouve tout à fait intéressant, qui est sous la direction de Muriel Amar et Joël Lemarec. Et en feuilletant l'ouvrage, j'ai retrouvé cette dimension neutre de la bibliothèque, considérée comme neutre. J'aime cette idée d'une bibliothèque radeau de sauvetage. Sur ce radeau, on monte sans distinction de classe, d'âge, d'instruction, de race ou de genre. C'est Philippe Artière qui fait cette citation dans cet ouvrage qui vient d'être publié au mois de mai. Et on voit bien que la bibliothèque, là, est un lieu avec une neutre posée comme égalitaire,
avec la mission universaliste d'accès à tous, qui est une mission républicaine. Et ce que l'on peut dénoter, c'est que dans le même ouvrage, on retrouve les deux dimensions du genre, où on ne les retrouve pas plus tôt. On voit que la dimension de genre, que je vous disais, comme rapport de pouvoir, ou rapport de domination dans l'institution même, n'entache pas la bibliothèque. Et c'est ce qu'on retrouve dans la préface de Georges Didier Huberman, qui est un philosophe tout à fait exceptionnel, qui travaille à l'École des hautes études en sciences sociales, et qui apporte un témoignage dans la préface. Un ami qui travaillait à l'Institut Warburg me confie un jour sa sensation de revenir chaque matin dans les locaux de cette bibliothèque comme dans un lieu de protection profonde, maternelle, préservé des violences du monde et des enjeux de domination. Donc on a là, vous voyez, une vision de la bibliothèque qui est très très importante. C'est certainement une idée reçue. Déjà, un lieu de protection profonde et maternelle, on voit bien que quand même la question du genre est tout à fait déjà intégrée à l'intérieur, puisque la bibliothèque, comme un monde de femmes associé à la notion du soin, du care et de la protection, est implicitement intégré dans cette idée reçue, et préserver des violences du monde et des enjeux de domination, comme si dans l'espace de la société où il y a des inégalités de genre, des rapports de pouvoir, de domination, où le genre sont extrêmement fréquents, voire omniprésents, la bibliothèque, elle, y échapperait. Donc ça, c'est un élément pour moi de présentation de l'espace bibliothèque, d'institution bibliothèque, qui échappe en effet au genre. La bibliothèque, de ce point de vue-là, elle échappe au genre. On ne le voit pas. On ne voit pas le rapport de pouvoir. On ne voit pas le rapport de domination qui peut exister au sein même de la structure. On ne voit pas les inégalités de genre qui peuvent exister. Et donc, ça permet cet élément doit être mis en nuance, puisque là, je vous fais référence à un autre ouvrage des presses de l'ENSIB, sous la direction d'ailleurs de Suzanne Kovacs, qui est la directrice de la collection papier, bâtisseuse de la lecture publique. On voit bien que la question du genre n'est pas si simple, que le rapport de domination est tout à fait... les bibliothèques ne sont pas exemptes de rapports de domination. Arlette Farge, qui est une historienne extrêmement éminente, écrit dans sa préface « La bibliothécaire est un personnage si présent que l'on ignore ce que fut le voyage infernal des femmes qui voulurent exercer ce métier. » Donc, en tant que femme, exercer un métier au début du XXe siècle dans les bibliothèques n'était pas une partie de plaisir. C'était un enjeu d'une extrême violence pour se positionner. Et donc, on voit bien que l'image, j'allais dire, de la neutralité, d'accès universaliste et de la bibliothèque comme espace ouvert à tous est quelque peu malmenée en réalité, dans la réalité des faits et de l'histoire. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est cet élément-là, pour moi, qui a été très important. Quand je me suis posé la première fois la question des bibliothèques et de genre. C'était en 2013, quand je me suis posé la question, la bibliothèque a-t-elle un genre ? Au départ, je me disais que non, puisque moi-même étant formée à l'ENSIB, je n'avais pas eu vent de cette question-là auparavant. Je me suis posé la question parce que j'ai découvert, en pratiquant le métier, en entrant dans la profession de conservatrice de bibliothèque, que la question du genre n'était pas traitée, ou en tout cas, il ne fallait pas y échapper, et que on y échappait. Et que j'avais un enjeu, c'était d'essayer de questionner, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, interroger, questionner. Donc le livre que je propose, enfin le livre que j'ai coordonné Agir pour l'égalité, tente de démontrer que l'institution bibliothèque n'est pas indemne en tant qu'institution organisant l'accès à l'information. Et la question du genre que l'on croit résolue, non seulement ne l'est pas, mais elle traverse toutes les autres questions politiques. Et dans notre société, on voudrait que cette question soit réglée,
et même dans la bibliothèque, mais partout on voit cette inégalité-là demeurer, voire s'aggraver, et comment serait-il possible que la bibliothèque échappe à ce constat? La question du genre en bibliothèque est complexe. Elle est peu visible parce que la bibliothèque est une institution qui organise l'accès à l'information, qui s'achemine de la production des savoirs jusqu'à leur diffusion, et où jouent les rôles de professionnels des bibliothèques, de la documentation, de l'information, jouent un rôle de médiateur, un rôle de passeur, mais aussi un rôle de catalogueur aussi. Et donc, cette question du genre, elle questionne l'ensemble des piliers du métier. Elle l'interroge, elle pose des questions. Et elle pose des questions et elle permet de voir différemment la bibliothèque. Elle permet de voir différemment des angles morts. Elle permet de questionner ce qui ne l'était pas. Elle permet de visibiliser ce qui ne l'était pas. Elle permet d'ouvrir un nouveau champ d'analyse. C'est ça la question du genre. C'est une catégorie d'analyse qui ouvre de nouvelles perspectives. C'est ça l'enjeu des études de genre, c'est d'ouvrir ces nouvelles perspectives. Et donc, 4 questions cibles qui étaient posées, qui sont posées et toujours dans Agir pour l'égalité, question de genre en bibliothèque. Première question cible, elle touche le professionnel ou la professionnelle des bibliothèques et de l'information. La question du genre, si on n'y échappe pas, elle touche le positionnement. Elle touche l'enjeu de positionnement, de l'engagement, du devoir de réserve, et elle touche ce à quoi nous sommes formés et ce à quoi nous devons aussi tenir d'une façon ou d'une autre, de façon la neutralité, mais elle le touche par l'engagement, par l'esprit critique que l'on peut avoir sur telle ou telle inégalité. Et c'est quelque chose qui touche particulièrement les professionnels de l'information et des bibliothèques parce que cette posture des professionnels est héritée d'un certain positivisme. Donc il y a la notion d'objectivité recherchée, l'esprit cartésien, des politiques documentaires. Tout doit être bien organisé. Évidemment, l'organisation de la connaissance se fait selon des méthodes, des critères qui doivent être bien définis, mais qui sont des instants T, qui sont valables à des instants T de notre histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que le champ d'étude des bibliothèques est particulièrement marqué par cette question, par l'héritage positiviste et notamment les notions de neutralité et d'objectivité. Et donc la question du genre, elle touche particulièrement la posture, le positionnement des professionnels, de la professionnelle. Camille Hubert, dans l'ouvrage Agir pour l'égalité, question de genre question de genre en bibliothèque, pose de façon très subtile le point de tension et d'équilibre entre la neutralité et l'engagement, et je vous invite à lire sa contribution. L'angle des collections également est ciblé. L'angle des collections est ciblé par le genre. La façon de classer, en particulier, les questions de genre. La façon de classer les questions liées au féminisme, aux questions d'orientation sexuelle. Quels termes emploie-t-on? Ces termes changent-ils? Quel biais ou amalgame persiste? Je ne sais pas si vous savez, mais la classification Dewey qui a été mise en place au XIXe siècle est tout à fait concomitante de la classification médicale qui se met en place aussi au XIXe siècle. Et donc, la classification médicale au XIXe siècle met en place l'homosexualité comme une maladie, une pathologie mentale, et la classification de la Dewey qui se met en place au même moment répond tout à fait à la même logique. Et à l'époque, je vous parle de ça dans le temps qui n'existe plus, l'homosexualité était considérée comme une pathologie, et c'était
aussi bien visible dans la catégorisation de la classification médicale que dans la classification de la bibliothèque. Donc la bibliothèque n'est pas étanche avec la société. La bibliothèque n'échappe pas à la question du genre. La bibliothèque ne peut pas échapper aux questions de son époque. Et donc, on voit aujourd'hui que les vedettes Rameau, notamment, évoluent. C'est tout un pan américain qui est anglo-saxon, qui travaille justement sur ces classifications. Et la France poursuit également en ce sens. Mais malgré tout, il y a toujours des éléments d'adaptation et d'amélioration. Par exemple, la vedette Rameau transsexualisme est encore désignée pour désigner à la fois l'intersexualité, et c'est encore associé à l'homosexualité. Trois réalités qui sont distinctes et qui sont confondues sous un même chapeau, et cela a des conséquences. Des conséquences en termes d'appréhension des concepts, l'organisation de la connaissance crée des liens qui peut-être n'ont pas à exister. Donc d'autres enjeux sur l'angle des collections qui sont à repenser, c'est la place accordée aux autrices dans les collections, la valorisation du matrimoine et donc des bibliothèques qui existent, qui s'appelle la bibliothèque Marguerite Durand, le centre d'archives du féminisme, et tous les enjeux autour des différentes publications des publics LGBTQIA+. Les actions à mener sont aussi à questionner. Les formations, les sensibilisations, les partenariats à nouer avec les différentes associations, l'espace urbain de la bibliothèque à repenser, les événements qui peuvent mettre en lumière les femmes et les autres publics, tous les publics en réalité, qui n'étaient pas forcément à l'intérieur des publics, pas pensés comme public en tant que tel, et une programmation culturelle, scientifique, féministe aussi, qui peut être mise en place. Alors on a des indicateurs qui commencent à être mis en place dans les bibliothèques, le budget sensible au genre, un budget dédié aux acquisitions liées à la question de l'égalité, et la part des autrices dans les acquisitions, je vous en parlais, la part des femmes dans la programmation événementielle aussi, et fait partie des grands enjeux. Donc, dans l'ouvrage que j'ai coordonné, la question du genre questionne les bibliothèques et la façon dont est produite l'information et qui produit elle-même est pleine de biais genrés. Et c'est là, je crois, un enjeu de taille et sur lequel on ne peut échapper. La question du genre, elle questionne. Elle ne porte pas particulièrement de réponse. Elle n'apporte pas. Elle a un enjeu qui peut être politique puisqu'elle peut être transformatrice. Mais pour moi, la question, poser la question, est déjà un premier élément qui est très important et sur lequel il ne faut pas passer outre. Alors aujourd'hui, les enjeux actuels de la question du genre, depuis la publication de Agir pour l'égalité, ça a été publié en 2021 et presque 3 ans et demi plus tard, puisque ça a été publié en novembre 2021, on voit que la question du genre n'échappe plus aux bibliothèques, aux professionnels des bibliothèques et de l'information. Elle entre finalement de plus en plus dans le champ d'études. Dans le champ éditorial, notamment dans le bulletin des bibliothèques de France, la notion de féminisme n'était pas comment dire, abordée de façon jusqu'à récemment, mais nous y travaillons. Donc nous mettons en évidence de plus en plus les bibliothèques qui travaillent autour du question du genre, autour de l'égalité femmes-hommes. Donc c'est une avancée vraiment majeure et qui continue également, j'allais dire, à l'ENSIB. Là, je fais mon travail de directrice de la valorisation. Les mémoires des étudiants de l'ENSIB touchent l'ensemble des domaines des actualités, des activités des sciences de l'information et de la communication et des bibliothèques, mais ils touchent également les questions de genre. Et parmi les grands enjeux actuels des bibliothèques, il y a 2 mémoires que vous pouvez consulter, qui sont accessibles en ligne sur le site web de l'ENSIB dans la bibliothèque numérique.
Ces deux diplômes de conservatrice des bibliothèques. Le mémoire tout d'abord de Juliette Eméhou autour des violences sexistes et sexuelles. C'est un mémoire qui nous invite à réfléchir au rôle des bibliothèques dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu universitaire. Et cette question, à mon avis, peut vous intéresser même si vous n'exercez pas en bibliothèque universitaire, si vous exercez en bibliothèque publique, mais aussi, elle peut s'adresser aussi à tous les professionnels de la documentation. C'est transférable. Donc, Juliette Eméhou met en évidence la question dont les bibliothèques s'emparent de cette question des violences sexistes et sexuelles. Comment impliquer davantage les professionnels dans les dispositifs de signalement, comment mieux les former, comment les sensibiliser aux violences sexistes et sexuelles, et comment faire en sorte que la bibliothèque, l'espace de la bibliothèque, véhicule une image de sécurité. Qui ne soit pas, en tout cas, un espace exposé à des risques de violences sexistes et sexuelles. Évidemment, la bibliothèque, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle était un espace sûr dans les idées reçues, mais il y a malgré tout toujours cette idée que la bibliothèque est peut-être aussi un lieu où les rapports de pouvoir et de domination peuvent s'exercer. Et donc, il peut y avoir aussi de violences sexistes et sexuelles à traiter. Donc les bonnes pratiques qu'elle met en évidence, c'est la formation des bibliothécaires. On en parlera cet après-midi, je crois. La création d'espaces de relais d'écoute pour les étudiants et aussi pour les professionnels qui sont des personnels. Et des actions culturelles et des projets d'information, l'information sur les violences sexistes et sexuelles. Le deuxième mémoire qui est très intéressant, qui me paraît important d'attirer votre attention sur ce sujet, c'est le rôle des bibliothèques dans l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est les VARS. C'est une politique publique qui est mise en place au niveau de l'éducation nationale qui ne touche pas encore, j'allais dire, les bibliothèques, mais Nina Pranal, donc j'ai eu le grand plaisir de diriger ce mémoire. Nina Pranal a voulu questionner justement cette thématique de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, et de savoir comment elle touchait, comment elle pouvait être en corrélation avec les bibliothèques. Et pour elle, il y a une nécessité pour les bibliothèques d'assumer un rôle dans l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, pas seulement en tant que lieu de culture, pas seulement en tant que lieu d'information, mais comme des acteurs incontournables de cette éducation. En collaboration avec des soignants, des enseignants, des associations, des autres secteurs de la santé, elle préconise le fait que les bibliothèques peuvent proposer un accès à l'information inclusif, un accès inclusif à l'information, sensibiliser aux enjeux tels que l'égalité des genres et la santé sexuelle, et créer des espaces de dialogue ouverts et sécurisés pour tous les publics. On retrouve là les mêmes enjeux sur les violences sexistes et sexuelles posées par Juliette Eméhou dans son mémoire. Donc ces éléments-là sont absolument importants et notamment cela touche aux enjeux d'éducation aux médias, à l'information qui sont un des éléments qui vous intéressent en particulier. Et l'enjeu de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle ne dépend pas en effet seulement de l'accès aux soins. Elle est liée à une démarche préventive qui est adressée à l'ensemble de la population, qui repose essentiellement sur la transmission d'informations, l'apprentissage de la capacité à trouver par soi-même des informations fiables et reconnaître celles qui ne le sont pas. En termes de santé sexuelle, il y a un certain nombre de fausses informations qui sont absolument présentes sur les réseaux sociaux, dans le web. Et donc, le rôle des bibliothèques et celui de l'esprit critique, en ce sens, est absolument fondamental. Parce que c'est là un des rôles qui peut être pris en charge par les professionnels des bibliothèques,
Et c'est le rôle par exemple, je sais que vous avez un rendez-vous aussi avec le point G. Rendez-vous. Vous avez une rencontre avec le point G cet après-midi. Il y a là des questions qui sont posées aux professionnels des bibliothèques sur la santé sexuelle, sur des questions qui seront certainement, j'imagine, posées par la responsable. Le rôle des bibliothèques ici est d'indiquer, le rôle des professionnels d'indiquer où se trouve l'information fiable sur et comment aider les différentes personnes qui se posent des questions à répondre et à avoir l'information qui soit fiable. Donc, pour conclure, je ne sais pas si je suis globalement dans les temps. Pour conclure, je dirais que informer sur la question de genre, c'est un enjeu du débat d'idées. Il y a tout un enjeu autour de la création, pour moi, et là je parle avec une anecdote tout à fait personnelle, il y a tout un enjeu de créer des programmations qui soient des espaces de débat, qui soient des espaces d'information autour des enjeux d'égalité de genre et autour des enjeux féministes. Je suis particulièrement, évidemment, fière et marquée par mon expérience à l'Institut français de Prague, où j'étais attachée culturelle en charge du livre et du débat d'idées, sur les programmations féministes que j'avais mis en place sous couvert de la diplomatie féministe du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Là, c'était simplement une déclinaison de la diplomatie féministe. Mais ces rencontres ont permis de diffuser des messages d'égalité de genre auprès des publics qui étaient des publics tchèques, qui n'étaient pas du tout fondamentalement féministes, pas du tout, loin s'en faut. Nous avons travaillé avec l'association du lobby tchèque, l'association des femmes qui défendait justement la question féministe en République tchèque. Et un des grands souvenirs que j'ai, c'est celui autour de Vanessa Springora, que j'avais invitée autour de la notion de consentement, pour la traduction de son ouvrage, Le consentement. Et avec Vanessa Springora, l'objectif était d'informer. L'objectif n'était pas de l'en faire seulement un acte de témoignage, c'est une réelle écrivaine, mais c'était de faire en sorte que elle puisse communiquer auprès des lycéens du lycée français de Prague. L'idée était de leur partager ce qui lui était arrivé adolescente, pour que les adolescents en face de qui elle était puissent savoir que ça existe et puissent pouvoir réagir, le cas échéant. Les professionnels du lycée, enfin, les enseignants, n'ont pas souhaité que cette rencontre ait lieu pour protéger les enfants et les enseignants. Et à ce moment-là, je vous parle d'un regret que j'ai, qui est un regret infini. Il y a l'enjeu de ne jamais échapper à ce devoir de transmettre et de devoir d'argumentation autour de la question du genre, autour de la violence sexiste et sexuelle. Renier, accepter que cela ne se passe pas, était pour moi quelque chose que j'ai accepté, que nous avons accepté avec Vanessa Springora, mais qui était d'une grande violence finalement de comment nous ne pouvions pas échapper à cette situation. Et je crois que en tant que professionnels des bibliothèques, en tant que professionnels d'information, qui travaillons avec les enseignants, nous nous devons d'essayer de convaincre pour continuer à informer avec nos ressources, avec nos espaces, avec nos méthodes de classement et de classification, mais aussi avec des débats d'idées, des invitations et des personnes qui sont là, qui sont au-delà du témoignage, qui sont des grands écrivains et des personnes exceptionnelles qui sont là pour transmettre. Et je finirai par cette conclusion que, en tant que professionnel de l'information, répondre à cette question, l'information échappe-t-elle à la question du genre? Eh bien, je crois que non, on ne peut pas s'échapper. Il faut se confronter, affronter les termes du débat posés par le genre, quitte à ne pas être d'accord. Écoutez, c'est toute la vertu du débat d'idées démocratique. Je vous remercie. Je suis à votre disposition pour toute question ou remarque.
Merci beaucoup, Florence. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de prendre la parole? Des réactions? Merci beaucoup Florence pour ces propos sur la question de genre. Dans les points, la liste de points et d'enjeux que tu as montré, il était surtout question de la relation au fond aux collections, à l'action culturelle, et peut-être pas une vigilance à tenir par rapport au recrutement, aux équipes, aux enjeux de pouvoir, je sais pas, nos veilles sur les statistiques en termes de qui exercent des fonctions de direction au sein des bibliothèques. Et est-ce que cette question a été traitée dans l'ouvrage? Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour dans les discussions au sein de la profession? Et voilà, je pense que c'est un point qu'on voit parfois dans les recherches en Amérique du Nord, notamment sur les enjeux de pouvoir, notamment au sein des bibliothèques. Sur ce point-là, il y aurait beaucoup d'autres questions à poser sur les classifications, notamment. C'est une question passionnante. Et sur les systèmes d'information, les modes les enjeux de pouvoir portés par les classifications qui ne sont pas des instruments neutres. Mais je me posais cette question sur les liens professionnels et les enjeux de pouvoir au sein des équipes, même des bibliothèques. Et quelles bibliothèques? Merci beaucoup Suzanne pour ta question qui est très très juste. Je ne l'ai pas abordée dans le cadre de cette conférence, mais en effet, cette question-là autour du recrutement est abordée dans le cadre de l'ouvrage. C'est un article d'Anne-Marie Pavillard qui fait tout un panorama historique sur la féminisation de la profession de bibliothécaire. Et qui met en évidence le plafond de verre qu'atteignent certaines bibliothécaires pour les postes de direction. Cet élément-là est indiqué dans l'ouvrage. Nous n'avons pas, à ma connaissance, à ce jour, en termes de politique publique, d'éléments chiffrés sur cette question-là, en termes d'indicateurs. Lorsque Agnès Salle était haute fonctionnaire sur les questions d'égalité femmes-hommes au ministère de la Culture, elle avait convoqué sous la direction, en fait, sous l'égide en fait du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture, un collectif qui devait travailler sur ces enjeux-là. Pour l'instant, cette question-là n'a pas pu aboutir puisque Agnès Salle a changé de poste. Mais c'est une vraie question qui, à mon avis, devrait être traitée. Concernant le recrutement, on n'a pas plus d'éléments. Mais en effet, c'est un enjeu qui est beaucoup plus traité aux États-Unis qu'en France. Et là, je pense qu'il y a un côté gender blind sur les pratiques de recrutement. En effet. Merci. Oui. Au niveau des collections, ça se traduit comment en fait? Est-ce qu'il y a des choix particuliers en fonction du genre? Comment ça peut se traduire dans les faits? Est-ce qu'il y a des collections qu'on qualifierait de féminines ou pas? Alors, les questions liées aux collections, liées au genre, au féminisme, en fait, c'est pas tellement des collections qui seraient féminines. Il y a un processus de genre, parce qu'on dirait on va classer les autrices d'un côté et les autres collections féminines et les autres collections de l'autre côté. Cela se pose de la même façon que l'ensemble des autres ouvrages en fait. Vous faites l'acquisition des ouvrages, vous avez une politique documentaire, une charte documentaire, vous avez peut-être des fiches qui indiquent le budget, etc. Vous pouvez faire d'abord des analyses en termes de critères. Une analyse de diagnostic par rapport à votre fonds. Dans vos acquisitions, est-ce que vous achetez, on ne se pose pas forcément souvent la question, est-ce que vous achetez en tant qu'acquéreur, par exemple,
plus d'ouvrages d'hommes ou de femmes. Bon, cette question-là, on se la pose rarement puisqu'on choisit le contenu, hein, évidemment. Mais il y a certainement un enjeu de regarder, de voir ce que l'on achète. C'est surtout aussi intéressant pour la fiction. La fiction en particulier, ou maintenant donc, les autrices qui ont acquis l'appellation d'autrice qui existait déjà en fait, à l'époque moderne. Les autrices, maintenant, ont véritablement une grande visibilité au sein de l'espace public, dans les collections des bibliothèques. Mais quand on retourne en arrière, on voit bien que les ouvrages qui étaient dans les bibliothèques étaient davantage des collections d'auteurs, hommes, que les auteurs qu'on enseigne à l'école, au lycée, sont plutôt, avant étaient plutôt des hommes. Maintenant, cela c'est en train de changer, évidemment, parce qu'il y a quand même un grand effet, hein, lié au genre et une grande avancée qu'il faut continuer. Mais pour répondre à votre question, c'est surtout dans les classifications. Et ce n'est pas des classifications liées au genre, c'est le choix des différentes, de l'organisation des connaissances en tant que telle. Ça peut être la collection la Dewey, Rameau. Mais ça ne pose plus tant de problèmes que ça aujourd'hui. C'est quand on mettait homosexualité dans les pathologies, par exemple, maladie mentale, bon, c'était à l'époque, on n'a plus ça, puisque ça a été corrigé. La classification Dewey, classification Rameau, font l'objet, j'allais dire, des différentes éditions qui sont revues de façon collective avec des professionnels qui sont experts dans le domaine et qui proposent auprès de la profession qui reprennent ces classifications. Il faut que vous ayez une classification qui reprenne, par exemple, Rameau et Dewey, et vous vous intégrez dans ce mode-là. Voilà, sauf si vous avez une classification maison. Et là, il faut faire attention aux biais de genre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Dites-moi. Oui, je ne me suis pas présenté. En fait, je suis documentaliste prof-doc, oui. Alexandre Ballary. Et voilà, en fait, c'était quels indicateurs justement vous utilisiez par rapport à cette question. Et puis également dans la fiction, est-ce que ça pouvait se retrouver sur le choix des ouvrages? Et je dirais, est-ce que ce qui est valable, du coup je développe un peu plus, est-ce que ce qui est valable en bibliothèque est valable aussi dans les CDI? Si vous avez des études sur les CDI des établissements scolaires, donc, puisque on n'a pas le même processus d'acquisition. Et là, est-ce qu'il y avait peut-être un effet justement du fait de la féminisation de la profession, je le vis, eh bien, est-ce qu'il y avait justement des différences, par exemple, ou alors est-ce que les choix des fictions sont faits de la même façon? Est-ce qu'on peut citer un exemple, ou alors est-ce qu'il n'y a pas de différence, et voilà. Sur la première pente de ta question, sur la différence entre professionnel bibliothèque, professionnel d'information, entre bibliothèque et CDI, même si je pense qu'il y a des notions qui sont tout à fait différentes. Vous dites que vous n'avez pas le même système d'acquisition. En réalité, l'acte, le résultat est le même. C'est-à-dire que vous faites un choix. Vous procédez à une sélection par rapport à un public cible, par rapport à un budget qui vous est alloué, par rapport à une collection d'ensemble, par rapport à un espace donné. Et je pense que là-dessus, ça se ressemble tout à fait. Donc ce sont des thématiques tout à fait transférables. Ce qui change, c'est le public. Vous avez un public particulièrement bien ciblé. Et donc là, il y a un enjeu, en effet, sur les questions de sensibilisation des élèves, dans le cas de la politique de l'éducation nationale. Mais je pense que... Alors, je ne connais pas les éléments qui permettraient sur le CDI en tant que tel, mais je vous invite à regarder dans la bibliothèque numérique de l'ENSIB. Vous avez des collections qui sont absolument faramineuses. On a près de 50 000 documents en tout dans la bibliothèque numérique de l'ENSIB qui touchent l'ensemble des domaines des professionnels de l'information, de la documentation et des bibliothèques. Et je pense que vous allez pouvoir trouver des éléments là-dessus. Mais je ne peux pas vous répondre sur ça. À mon avis, c'est transférable. Et les différents critères sont tout à fait les mêmes, si ce n'est que d'un point de vue précis et spécifique, non, ça change. Mais de fait, ça change entre chaque établissement et ça change aussi entre chaque acquéreur. La tâche de l'acquéreur est une tâche qui, malgré tout, même s'il y a des critères, c'est une tâche extrêmement libre, finalement aussi, il faut le dire.